On sait enfin quand rentreront Habib Diallo et Cheikh Sabali de la CAN, les chiffres de la première partie de saison en Ligue 1 et des nouvelles de Vincent Thill, c'est l'actualité de la semaine du côté du FC Metz. Le président Bernard Arsan est revenu sur l'actualité des Grenats, Montpellier, Stéphane Le Mignan, le Mercato, mais aussi son avenir personnel, décryptage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graoli Mag, nouveau jeudi, nouvelle émission, débat et aujourd'hui il devrait y avoir de quoi dire, vous l'avez vu, l'actualité est plutôt riche cette semaine du côté du FC Metz, je ne la commenterai pas seul, vous en avez l'habitude, ils sont trois avec moi assis sur leur canapé pour parler de ce qu'il s'est passé notamment avec le président du FC Metz, on va commencer par Patrick Muller. Salut Aymeric, salut tout le monde. Et j'ai encore le droit mi-janvier de dire meilleurs vœux ? Eh ben meilleurs vœux, ouais, merci beaucoup, à toi aussi, à tout le monde. On est en train de faire la tournée de tous les chroniqueurs, vous êtes parmi les derniers. C'est jusqu'au 31 janvier officiellement. Si officiellement, tu as le droit. C'est la loi. C'est la loi. Tu as les plus chauds qu'il faut un petit peu plus loin. Ok. Bon. À tes côtés, Yannick Bakoto, meilleurs vœux Yannick. Meilleurs vœux à tous. C'est la santé, plus important. On espère la santé et les 3 points. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, dans cet ordre-là, évidemment. Ouais. Parce que sinon, si tu as les 3 points et pas santé, ça peut être plus compliqué. Angelo Salimi est également avec nous. Salut Angelo. Bonjour à tous. Meilleurs vœux. Moi j'ai déjà été dans l'émission. Donc. C'est vrai, mais je te le dis quand même. Meilleurs vœux surtout la santé. Parce que tu as le droit jusqu'au 30e, on ne sait pas combien de fois tu peux le dire aux gens. Ouais. C'est ça le truc. Donc, la règle est compliquée, il faut que je la réalise. Il faudra qu'on regarde, il y a plein de petits alinéas. Et évidemment, vous le savez, depuis le début de l'année, il y a une voix off désormais dans cette émission pour nous conter toutes les anecdotes parfois farfelues du football mondial, hein, pas que français. C'est Nathan qui est avec nous. Salut. On va pouvoir commencer cette première partie d'émission, vous l'avez vu d'abord, avec l'actu de la semaine. Et oui, pour ceux qui aiment zapper entre les différents matchs, que ce soit les championnats ou les coupes internationales, la Coupe d'Afrique des Nations est en train de livrer son verdict final, enfin presque. C'était les demi-finales avec le Sénégal qui s'est qualifié face à l'Égypte. C'était ce mardi soir, sur le plus petit des scores. A vu signer Sadio Mané, rencontre à laquelle Cheikh Sabali et Habib Diallo n'ont pas participé. Ils affronteront le Maroc, à pays hôte de la compétition, cette année après la victoire au tir au but face au Nigeria. Messieurs, Sénégal, Maroc, une affiche plutôt sympa, non Yeni ? Ouais, très sympa. Pour moi, c'est les deux nations qui méritaient aussi d'être en finale. Donc il y avait plusieurs nations qui méritaient, comme le Nigeria aussi. Mais pour moi, c'est une affiche logique et méritée pour ces deux nations. Angelo, Patrick, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les demi-finales. Un peu. C'était pas les matchs les plus ouverts, on va dire. On sentait la pression peut-être de la finale. C'était pas les matchs où il y a eu le plus de buts, où il y a eu le plus d'action, on va le dire. Ouais, qualification méritée quand même. Ah oui, attention, j'ai pas dit le contraire. Les intentions, clairement, les Égyptiens ont fermé complètement le match. On pleurnichait aussi sur le but, comme ils le font depuis. Petite parenthèse gratuite et méchante, voilà. Mais moi, je suis très heureux pour le Sénégal. Je suis très heureux pour Sadio Mané, voilà. Dans un monde parfait, si il était en capacité de ramener le trophée au Sénégal, qu'il faisait une jolie Coupe du Monde, et quand bien même il n'évolue pas en Europe, j'adorerais qu'il ait un ballon d'or, notre ami Sadio Mané, qui récompenserait l'intégralité de sa carrière. Et évidemment, par ricochet, pour le FC Metz, ce serait quand même... une très très jolie récompense, mais non, c'est une belle équipe et franchement, oui, c'est la finale rêvée. Hein. Sénégal-Maroc, Sénégal qui gagne pas l'édition précédente, mais celle d'avant. Le Maroc, première nation africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. On salive, quoi. Il y a de très très grands joueurs, il y a un niveau de jeu. Quand on voit le Sénégal, quand on voit le réservoir qu'ils ont, ça nous fait un petit peu peur, sachant qu'on les joue en phase de poule. Hein, c'est ça, ce sera la Coupe du Monde cet été. Aux États-Unis cet été. Franchement, on n'a pas été vernis avec la Norvège aussi. Donc voilà, ce sont de bons problèmes aussi, parce que ça va être une super... Bon préparatif pour les Sénégalais, d'ailleurs, pour cette Coupe du Monde, en allant jusqu'en finale, peut-être un peu plus si affinité, on le saura dimanche. C'est vrai qu'on m'a repris, c'était pas ce mardi soir, c'était hier soir, le match. Oui. Le jour de la semaine passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense, surtout depuis qu'on a débuté cette nouvelle année qui vient clore un petit peu la première partie de saison 2025-2026, l'occasion pour la Liga de recenser un petit peu quelques chiffres, notamment au sujet de l'affluence dans les stades. On va les regarder ensemble. 4,21 millions de spectateurs ont assisté au match des 17 premières journées. C'est 8 000 de plus que la saison dernière sur la même période. L'affluence moyenne par stade est de 27 505 spectateurs. Et en 5 saisons, l'affluence moyenne dans les stades de Ligue 1 bondit de 21 890 à 27 505. Ce qui fait un taux de remplissage qui a évolué de la même manière de 70 à 88%. Angelo, est-ce que tu trouves que cette année, la Liga est un peu plus sexy que les autres années ? Sexy sur le papier, non, parce qu'il y a peut-être moins de stars.
Après, on a des équipes qui sont sexy. Je pense au RC Lens notamment. On sait que Bollaert est toujours plein et je trouve que l'affluence d'un stade, ça joue sur le spectacle. Il n'y a rien de plus triste qu'un match à huis clos. Par exemple, ces tribunes fermées, c'est toujours malheureux. Après, ce sont des sanctions, on peut le discuter ou non. Mais effectivement, en termes d'affluence, la Ligue 1 est plutôt sexy. Je suppose que tu vas en parler, mais au FC Metz, on est plutôt bien lotis en termes d'affluence depuis plusieurs années. C'est pas moi qui vous en parlais, c'est Nathan, parce qu'il s'est un petit peu penché sur les statistiques du FC Metz. Exactement, et si on regarde de plus près le FC Metz, d'ailleurs je crois qu'on a l'image en régie, nous sommes la 10e meilleure affluence de Ligue 1, avec environ 23 000 spectateurs en moyenne, soit 80% de taux de remplissage. Aymeric a quand une règle qui permet au club d'avoir des points bonus grâce au taux de remplissage. C'est vrai que ça aiderait beaucoup le FC, parce que 80% c'est quand même pas mal, Patrick. Donc Nathan, en fait, il met des buts de fou, oui. Et il a des idées et il fait des propositions. C'est ça. Donc moi, Gentil, merci. Je salue. On lui cherche encore des défauts. Hein. Ouais. La coupe de cheveux, peut-être. Quoique, ça a évolué ces derniers temps. C'est toi qui parles. Ouais. Belle répartie, j'adore. Validé, mon cher. Cette idée de la VOF est très ingénieuse, j'adore cette nouvelle résolution. C'était quoi ta question, mon cher Aymeric ? D'habitude, je divague. On parlait de cette nouvelle règle pour le FC Metz, gratter des points grâce au taux de remplissage. Surtout du point de vue messino-messin, ouais. Là, je crois qu'en ce moment, on prendrait les points d'où N'importe où ils viennent. Non, mais c'est une idée pas inintéressante. Il y a un championnat des tribunes quand même qui existe. Il ira pousser plus pour l'honneur et la gloire que pour. Franchement, il y a des critères qui sont. Et puis ça peut aussi, de toute manière, tout le monde n'a pas les mêmes stades, le même taux de remplissage, les mêmes capacités, les mêmes affiches. Donc... Après, les stades sont mieux remplis parce qu'ils sont plus fonctionnels et plus modernes. Sur un bon nombre de stades. Tu les as de moins en moins, les stades champêtres à l'ancienne, années 90, années 2000. Il y a des enceintes qui permettent effectivement de remplir de mieux en mieux. Les clubs français, face aussi à la baisse quand même assez énorme des droits télé, misent de plus en plus sur la billetterie, le merchandising, les hospitalités, même si ce n'est pas encore extrêmement conséquent dans la constitution d'un budget. Mais ça reste un paramètre que les clubs français essayent de développer de plus en plus. Et côté messin, moi j'ai envie de dire, ils sont quand même courageux cette année, parce que franchement... Tous les 2 ans, une année sur deux, j'allais dire. Tous les 2 ans. Une année sur deux, je les trouve quand même dignes. Il n'y a pas de débordement. Il y a eu des mots après ce match contre Montpellier. Et en même temps, moi je considère que ça a été le pire match de la saison à domicile. Il y avait Marseille, peut-être de ce point de vue-là. Mais là, c'est face à une équipe de Ligue 2 qui nous marche dessus, qui aurait pu gagner beaucoup plus largement. On ne va pas refaire ce match-là, mais ça a été franchement une catastrophe. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler encore un petit peu. Qu'on le veuille ou non, il reste, on va dire, un peu trop dans les têtes. Bien sûr, et malgré tout ça, ce public messin, on le voit avec les chiffres, il répond présent. La parenthèse de la Coupe de France, c'est sûr que c'était une toute petite chambrée, une toute petite affluence sur ce match-là. Mais ils sont là, ils jouent le jeu, ils restent dans les clous, ils ne débordent pas. Franchement, moi, je pense qu'on peut leur tirer un joli coup de chapeau quand même, franchement. Dans la saison qui est celle de 2025-2026. Coup de chapeau aux supporters. Et on va continuer dans les chiffres avec notre spécialiste business qui est là, Patrick, qui là nous fait tous les stats de business, du merchandising et tout. C'est beau ce que tu fais. Toi aussi, tu as plusieurs casquettes, tu vois, si tu veux. Ouais, à défaut de cheveux, pardon. Non. Là, c'est des traumatismes qu'on ne peut pas gérer malheureusement en plateau. Désolé. Il a enterré le traumatisme. Oui. Le CIES classe les meilleurs centres de formation selon le nombre de joueurs formés et alignés dans les 5 grands championnats européens jusqu'au 12 janvier dernier. Alors dans le top 4, on a le FC Barcelone, le Real Madrid, le PSG ou encore le Stade Rennais, ce qui est quand même pas mal. Et au niveau des formations françaises, ils sont pas mal dans le top 50. Il y a Lyon, Toulouse, Le Havre, Monaco, Nice, Lille, Nantes, Lens ou encore le FC Metz qui se distingue avec 11 joueurs formés présents dans le top 5 sur la période, dont 4 alignés par le FC Metz lui-même. Évidemment, je me tourne vers toi, Yenny. C'est vrai que la formation, on l'a dit, c'est une réussite depuis de longues années au FC Metz. Elle a baissé un petit peu, notamment avec tout ce qui était la période du Covid, tout ça. Ça reprend un petit peu des couleurs au FC Metz. On est content parce que ça fait partie de l'ADN du club, on l'a déjà dit. Oui, ça fait partie de l'ADN du club. Moi qui suis formé justement au club, et plusieurs joueurs notamment aussi ont été formés là. Donc c'est vrai que c'est toujours glorifiant de sortir du centre de formation et puis terminer professionnel. Et aujourd'hui, Metz est toujours là. Metz sort toujours des joueurs. Et c'est un peu moins ces derniers temps, mais voilà, on voit qu'on fait toujours partie des 50 meilleurs clubs européens. Et ça, c'est glorifiant pour le FC Metz. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de joueurs, de jeunes joueurs qui vont encore sortir. J'espère que le club aussi, en professionnel, fera confiance à ces jeunes joueurs-là, parce que c'est l'avenir tout simplement
du club, c'est l'avenir de la Moselle, c'est l'avenir de toute une région. Et c'est tout à l'honneur du FC Metz de sortir tous ces jeunes-là. En parlant de jeunes joueurs passés par le FC Metz, il est plus tout jeune aujourd'hui, mais quand même bien plus que nous tous réunis sur ce plateau. Vincent Thiel donne de ses nouvelles indirectement. On l'a vu sur notre plateau il y a quelques semaines pour prendre un petit peu de ses nouvelles. Il a retrouvé un club en 3e division allemande, le SV Waldhof Mannheim. J'espère que je le dis bien, Angelo. C'est un club que l'on connaît le plus loin parce que le FC Metz l'a affronté en amical cette année. On était tous les deux au match. Il retrouvera là-bas à visage familier Luc Holst et qu'il avait lancé en équipe nationale luxembourgeoise d'abord et puis après pendant ses 3 sélections. Bon, malheureusement, Vincent Thiel ne fera pas partie de cet ADN de faire revenir des anciens joueurs depuis 2 ans maintenant. Il faudra faire sans lui. Ouais, alors Vincent Thiel, c'est un joueur qui a une carrière un petit peu atypique, j'ai envie de dire. 10e club, je crois, à seulement 25 ans. Ouais, c'est énorme, il a joué dans des championnats un peu obscurs, je crois qu'il a joué même en Ukraine. Voilà, c'est compliqué, c'est un joueur. Est-ce qu'il a signé pro trop tôt au FC Metz? Est-ce qu'il a été lancé pro trop tôt? On pourra toujours refaire le film, en discuter. On ne saura pas ce qui se serait passé si le FC Metz avait agi différemment. C'était aussi un contexte où il fallait garder sa petite pépite. Je crois que c'était là 1 ou 2 ans après le départ de Maxwell Cornet qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Donc le FC Metz avait voulu protéger sa pépite, ce qu'il pensait être une pépite, ce qu'on peut comprendre. Malheureusement, Vincent Thiel, je pense qu'il n'a jamais confirmé les promesses qu'il avait semées durant son parcours de formation. Donc un petit regret sur sa carrière, je pense. Messieurs, on a pris le temps de regarder ce qui s'était passé cette semaine, mais le plus gros de l'actualité, c'était ce mercredi après-midi pour les médias locaux qui étaient présents. On va tout de suite passer au débat. Et oui, on va revenir sur l'entretien avec Bernard Seurat, président du FC Metz, une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site moselle.tv. Nous, évidemment, on ne va pas tout regarder maintenant, c'est 17 minutes pour revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines dans le club à la Croix-de-Lorraine. On va prendre quelques passages pour le moment et on va commencer avec le premier. On en a parlé tout à l'heure, les supporters qui a eu quelques chants, notamment pour Stéphane Le Mignan et Bernard Seurat, en lui disant le mot démission. Attention, il ne faut plus utiliser ce mot-là, c'est lui qui le dit. En parlant d'état d'esprit, évidemment, du côté des supporters, eh bien, le ton est un petit peu monté en tribune. On a entendu des messages demandant votre démission et celle de Stéphane Le Mignan. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Oui, vous savez, j'adore les supporters parce qu'ils sont là tout le temps, parce qu'ils soutiennent l'équipe, etc. Mais le supporter, par nature, est versatile. Le supporter était très content quand on a battu Lens. Ils étaient même très contents après la défaite contre le Paris Saint-Germain, parce qu'on avait fait douter le Paris Saint-Germain, et que si ce n'était pas cette erreur sur le 3e but, on était capable de prendre un point au Paris Saint-Germain. Et donc tout le monde était ravi. Et puis bon, ce match contre Montpellier, c'est le match horrible. Donc je comprends la réaction. Hier, il y avait on avait invité les supporters à une séance traditionnelle qu'on appelle la galette de début d'année. Et je leur ai expliqué que de demander la démission du président, ça n'avait aucun sens, puisque le président, il est propriétaire du club. Et donc, on ne demande pas la démission d'un propriétaire. Donc il faut qu'ils corrigent leur vocabulaire. C'est un vocabulaire d'il y a 50 ans, je leur ai dit. Hein. Donc changez maintenant, mettez-vous à l'ère moderne. Donc voilà, moi, aujourd'hui, puisque vous abordez ce sujet, si le mot démission est remplacé par transmission, oui, à l'âge que j'ai, c'est évidemment quelque chose auquel je peux penser. Mais encore faut-il trouver quelqu'un qui a la surface, l'ambition, le projet qui est compatible avec ce que nous pensons du futur du FC Metz, ce que doit être le futur du FC Metz. Abordons cette parenthèse tout de suite. Il y a un an, vous disiez qu'il n'y avait pas de réel contact. Je suppose qu'un an après, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Patrick ? C'était une forme d'indifférence quand même de la part du président. Une petite forme d'indifférence quand même face au message de ce week-end. Ça peut peut-être une petite habitude aussi à avoir, mais voilà, attention, on ne dit plus président démission, on dit président transmission maintenant. Ouais, bon, pour le coup, il n'a pas tort, voilà. Est-ce qu'on y va maintenant un peu ? Est-ce qu'on peut dire des choses ? Il nous reste encore, si je compte bien, 40 minutes de pur bonheur dans cette émission. Je pense qu'on a le temps d'y aller un petit peu. Je t'en prie, vas-y, dis-nous. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire.
J'ai aussi souvent eu l'occasion de, je ne sais pas si on peut dire défendre le président Serin. Voilà, je sais que c'est pas très populaire de dire ça. Il y a bien évidemment des choses qui sont très critiquables dans son action, dans certains de ses choix. Je referme la parenthèse, mais voilà, je pense que cette saison, en ce moment, au-delà du contenu sportif, au-delà des choix tactiques, au-delà des choix d'hommes, de la question de l'identité de l'entraîneur, etc., des considérations sportives, je pense vraiment que le FC Metz est au devant d'un vrai défi, c'est un défi existentiel. Voilà. Qu'est-ce que peut espérer ce club ces prochaines années ? Bernard Serin a 75 ans, il est propriétaire du club, donc oui, si on part dans la rhétorique, effectivement, il n'a pas à démissionner, mais il faudra qu'il vende éventuellement. Et c'est toute la question en fait. Où va ce club ? On a notre prochain adversaire qui s'appelle le Racing Club de Strasbourg, où la multipropriété fait débat depuis mai 2023. Strasbourg aujourd'hui est engagé en Coupe d'Europe, est dans le premier tiers de Ligue 1, a failli se qualifier pour la Ligue des Champions l'année dernière. Si on était face à un intérêt fort d'un groupe étranger, d'ailleurs c'est le cas dans l'essentiel des clubs de foot de Ligue 1 aujourd'hui, le FC Metz c'est presque une exception, je ne dis pas que c'est pas bien, qu'est-ce qu'on ferait ? Et est-ce qu'un modèle comme celui-là serait intéressant pour le FC Metz ? Voilà, peut-être que moralement, effectivement, cette évolution du football ne nous fait pas rêver, c'est quelque chose, mais il y a la morale et il y a le business. Et aujourd'hui, pour moi, la question de fond, c'est où va le FC Metz ? Avec ou sans Bernard Serin, de toute façon, il n'est pas dupe et il ne nie pas l'évidence. À un moment ou un autre, il va falloir qu'il passe la main. Surtout pour passer un cap. Pour passer un cap, pour en fait se pérenniser, pour exister, pour avoir un projet. Là, c'est de la survie économique que fait le FC Metz. C'est ça. À défaut du sportif, évidemment, et c'est là le gros problème de cette équipe qui, tous les 2 ans, redescend, remonte, il y a un projet. Mais qui est obligé de vendre, on va en parler tout à l'heure, des Brian Maggio, 12 millions d'euros, des Miko Tadze, sans pouvoir les garder, sans pouvoir... On est dans le pur trading court-termiste. Voilà, Maggio, il fait 5 matchs et ça vaut 12 millions. Idrissa Gueye, l'an dernier, à peu près c'est un prêt à 10 millions d'euros, je crois. Une demi-saison. Voilà, il y a du trading, il y a le travail avec Génération Foot. On a parlé de la formation tout à l'heure. Amuse-toi à compter, en fait, les joueurs qui évoluent dans le top 5 et qui sont passés par le FC Metz ou qui sont passés par Ricochet. On a fait dans les top 5 des transferts records du FC Metz, tu enlèves Miko Tadze, les 3 autres, c'est des joueurs de Génération Foot. Ismaïla Assar, c'était 17 millions à l'époque. Sadio Mané, ça a été l'un des premiers gros transferts. Il est transféré pour 4,5 millions alors que le FC Metz est en national. Je crois que c'était en 2012. C'était énorme à l'époque. C'était surtout en national pour un joueur de 3e division. Enfin voilà, pardon, mon intervention est très longue, mais voilà, en fait, pour moi, la question de fond, c'est où va ce FC Metz ? Oui, il y a un projet en l'état, mais quelle est la logique à moyen terme ? Au-delà de cette espèce de survie, de cette question de survie qui se pose année après année ou semestre après semestre. Voilà. Donc on peut ironiser sur le côté, le président qui te dit ça. Mais sur le fond, il n'a pas complètement tort. Et ça pose en creux la vraie question, pour moi, aujourd'hui, qui concerne le FC Metz. Justement, tu parlais, et on va faire une très petite parenthèse avant de passer à la suite, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je sais qu'Angelo, toi, la multipropriété, c'est pas du tout un truc qui fait partie de ce que tu as envie de voir dans le football, d'autant que tu parlais de Strasbourg. Tu peux aussi perdre ton entraîneur en mi-saison, alors que tu fais partie de ce top en Ligue Europa Conférence, que tu es dans le premier tiers, et il peut partir à Chelsea, peut-être avec des joueurs dans ses bagages. Je dis pas que c'est bien. Merci, attention. Le seul projet qui peut peut-être emballer un petit peu Angelo, c'est si tu fais une multipropriété avec Arsenal et que tu mets Robert Pires en égérie. Alors, peut-être que... Là, on discute. Non, mais après, c'est paradoxal que je dise ça, parce que le FC Metz est une multipropriété dans le sens où Bernard Serin possède également le RFC Serein. Donc on est un peu dans la position du club phare. Donc c'est un peu hypocrite quelque part ce que je dis là, mais moi la multipropriété me fait très peur en termes d'ADN. Voilà, les décisions ne sont plus prises dans ton intérêt, parce qu'elles sont prises dans l'intérêt du club phare. Voilà, on le voit avec Strasbourg. À la mi-saison, ils perdent leur entraîneur qui part... alors même sans multipropriété, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est déjà arrivé, un entraîneur qui part en cours de saison. Mais là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu... moi, je sais pas, c'est un foot qui me dégoûte un peu. Je parle comme un aigri, comme un vieux con, je suis désolé, mais c'est un foot que j'aime pas. Après, Patrick, tu as raison. Qu'est-ce que fait le FC Metz aujourd'hui ? Il vivote. C'est quoi la suite ? Il doit être acheté à terme. On sait que Bernard Serin a 75 ans, on sait qu'il est à l'écoute d'offres intéressantes. Il espère... Mais pour le moment, il n'y en a pas. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. Il espère un repreneur qui respecterait l'ADN du FC Metz, l'ADN un petit peu local.
Malheureusement, il n'y a pas un énorme argentier lorrain, un repreneur Pourtant, on essaie de se cotiser. Hein. Ouais. Graouli, mais pour On a pas fait, grand-chose. On a fait une cagnotte, malheureusement, on n'a pas réuni assez de fonds. Mais 1700 € quand même. Eh oh. Achètera des protèges tibia avec ça. Exactement. non, mais il n'y a pas. Le foot avec le président local, comme à l'époque Carlo Molinari, c'est peut-être un foot fini, qui se termine. Voilà, c'est malheureux. Ça me fait très lointaine. Ouais. C'est très lointain. C'est très lointain, donc c'est compliqué. Moi, ce que j'espère juste, c'est que le prochain propriétaire de FCMS sera quelqu'un de sérieux. Voilà, pas un Gérard Lopez, pour ne citer que lui. Voilà, on espère quelqu'un de sérieux qui permettra au FCMS de réaliser le rêve de tous les supporters, c'est-à-dire pérenniser le club en Ligue 1. Ça, c'est pour le moyen terme, évidemment. Avant ça, il y a le très court terme, en passant même par le match de ce week-end. Et avant ça, il faut bien oublier la débâcle de la semaine passée face à Montpellier. Et il y a, on va dire, un acteur qui a été pointé du doigt, on l'a déjà entendu dans l'interview, c'est Stéphane Lemignan. Ne restera-t-il pas? Est-il encore l'entraîneur de la situation? C'est Bernard Serin qui répond. Un mot sur Stéphane Lemignan, est-ce qu'il est encore l'entraîneur de la situation, si on utilise le bon vocabulaire? Oui, Stéphane Lemignan a apporté à notre club une qualité de jeu, de possession que les joueurs apprécient, que le public apprécie également. Maintenant, les résultats en Ligue 1 sont insuffisants. Et donc, il faut corriger des choses. Il faut qu'il corrige. Et donc, voilà, il faut qu'il corrige immédiatement. Parce que voir se répéter des prestations comme celle de Montpellier, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc évidemment, chaque match qui vient, et à commencer par le match de Strasbourg, est un match qui pour moi, est un match test. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a une date limite ou pas? Non, il n'y a pas de date limite, mais on ne peut pas voir se répéter des attitudes, des performances comme celles qu'on a vues contre Montpellier. C'est impossible. Donc s'il n'y a pas de correction immédiate lors du match de Strasbourg, évidemment, ça obligera à s'interroger. Justement, obligé à s'interroger, Yenny, est-ce que selon toi, Stéphane Lemignan est vraiment menacé? Menacé, je dirais oui et non, parce que au vu des résultats que le club a actuellement, c'est sûr que voilà, c'est le premier sur la chaise éjectable, mais non aussi, parce qu'à un moment donné, comme on disait, oui, démission Lemignan, mais pour prendre qui aussi? Quel entraîneur aujourd'hui peut sauver le FCMS? Quel entraîneur est capable de venir ici et de montrer ce qu'il est capable de faire et qui est capable de maintenir le FCMS en Ligue 1. Aujourd'hui, Stéphane Lemignan, ça fait plusieurs années qu'il est là, ça fait plusieurs années aussi qu'on voit aussi un beau football dans certains matchs. C'est sûr que le match de Montpellier n'a pas aidé au vu de la prestation des joueurs, la prestation collective en général, même le staff. Mais voilà, aujourd'hui, oui, on vire Stéphane Lemignan, mais pour prendre qui aussi? C'est la bonne question. Mais il faut, dans tous les cas, il faut une réaction de la part de tout le monde, une réaction de la part du staff, une réaction de la part des joueurs. Il faut que ça, et puis comme l'a dit le président, on verra par la suite, mais il y a beaucoup d'interrogations qui est fait autour de ce club, et on ne voit pas, on n'arrive pas en fait à se projeter dans le futur, quoi. Donc pour le moment, tout est sombre, tout est pas très clair. Donc voilà, on ne voit pas vraiment ce que Stéphane Lemignan peut changer encore actuellement. On parle beaucoup d'état d'esprit, on parle beaucoup de fond de jeu, des fois un petit peu stérile, du jeu stérile, possession oui, mais stérile un petit peu. Donc voilà, comment changer tout ça, comment se renouveler, comment refaire les séries qu'on a pu faire en première partie de saison avec ces 3 victoires-là, ça me semble un peu compliqué. Il est quand même clairement menacé. Mmh. En cas de. Oui. Mais c'est ce qu'on disait. En cas de mauvais résultat ou de mauvais contenu. C'est ce qu'Angelo disait. Si tu perds 1-0 et que tu fais un bon match, est-ce que ça veut dire que c'est catastrophique et qu'il faut mettre sur un siège éjectable ou non? Parce qu'on a déjà eu un petit peu le débat justement avant cette série de 3 victoires. Il y avait eu 9 matchs sans victoire pour le CS qui étaient au fond du trou. Et on l'avait déjà dit à ce moment-là, Angelo, Bernard Serin, c'est pas forcément quelqu'un qui a l'habitude de remercier ses entraîneurs en cours de saison. Non. Il l'a fait 3 fois, je crois. 3 fois, ouais, à l'époque avec José Riga ou Yvon Publicain. Et le troisième Isberger, ouais. Et par rapport à Isberger, pardon, je te coupe rapidement. J'ai en mémoire le fait qu'il avait pour le coup assigné un objectif de 3 matchs.
Il avait fait une feuille de route, il avait dit voilà, tu as 3 matchs, ramène-moi. Alors je ne sais pas s'il avait défini un nombre de points, mais en gros, il y avait aussi le contenu des matchs. Et voilà, Hinsberger avait 3 matchs pour survivre. Bon, on sait comment ça s'est terminé. Et là, il le dit, si Metz réitère la prestation horrible de Montpellier, donc si Metz prend une raclée 5-0, effectivement, il n'y aura plus de suspense. Si Metz fait un bon match, perd 1-0, là, ce sera peut-être un petit peu plus délicat pour lui de changer. Voilà, mais il faut une réaction. J'ai envie de dire que si les Messins font la même chose, c'est peut-être qu'ils ont lâché leur entraîneur. C'est parce que ce qu'ils ont proposé contre Montpellier, c'est inacceptable. Après Stéphane Le Mignon, voilà, il a son jeu de possession, il a ses idées, mais là en ce moment, comme l'a dit Henny, c'est une possession stérile. Tu prends le match contre Auxerre, Metz a la possession à la fin du match. Mais qu'est-ce qu'il a fait du ballon? Il a rien fait. Metz a la possession sur ce match-là aussi. 70% pour rien faire. Pour rien faire. Et alors, rien proposer. Dans 400 passes de plus, je crois, pour le FCMS. En plus, moi je comprends son argument qui dit quand tu as le ballon, tu as le contrôle, tu peux maîtriser, voilà. Là, c'est 4 contre et 4 buts. Pour moi, c'est presque une équipe comme Metz, avec des joueurs qui ne sont pas toujours à droite le ballon, tu es presque plus en danger quand tu as le ballon, parce que tu te crois à l'abri, tu es mal placé, et tu fais une mauvaise passe, et derrière, bam, tu te fais détruire en contre. Alors, je ne dis pas qu'il faut jouer le contre à 100% comme à l'époque de Laszlo Bolny ou Albert Cartier. Mais pour moi, il faut des changements de rythme, il faut plus de variété dans le jeu. Ce qu'ils ont fait sur les 3 matchs qu'ils gagnent en octobre-novembre. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, le président parle de cette série, on en parle nous aussi dans l'émission plusieurs fois. On l'a vu, on ne l'a pas inventé, cette série-là, face à des clubs qui, certes, étaient certains en difficulté, d'autres pas du tout. On cite encore une fois le Racing Club de Lens, qui n'était pas du tout en difficulté, qui pouvait passer premier à ce moment-là. C'était pas des victoires imméritées où tu gagnes 0 comme il y a 2 ans à Bollaert, où tu gagnes sur un malentendu. Ils ont été pragmatiques, tout simplement. Oui, mais bien sûr. Il y avait de la variété, voilà, il y avait de la maîtrise. C'était de la vraie maîtrise, c'était pas la fausse maîtrise que je suis même pas sûr que ce soit totalement tactique la question, parce qu'en fait, regardez la manière dont on prend les buts contre Montpellier. C'est l'engagement minimal qui n'est pas là. C'est la détermination qu'avait le FC Metz sur sa série de victoires. La mauvaise passe d'Mboula, c'est presque celle qui me gêne. C'est presque le but qui me gêne, entre guillemets, au départ de l'action. Après, on peut parler aussi de l'intervention du gardien. Mais voilà, il fait une mauvaise passe. Ouais, c'est... Okay. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est redondant sur les dernières sorties. Qui attaque pas son ballon, Ballot Touré qui laisse passer partir de Château dans son dos, sans se retourner, personne qui lui parle. Il n'y a pas la dureté en fait. Et ça, c'est pas une question de tactique ou de choix d'homme. Comment se fait-il? Et c'est peut-être, pardon de le dire, avec toute l'affection et le respect que j'ai pour Stéphane Le Mignon, lui qui n'arrive plus à transmettre cette grinta. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le groupe. C'est quelqu'un qui, effectivement, a fait du bien au club, qui a proposé des choses l'année dernière, qui a des principes de jeu, qui humainement est quelqu'un de très respectable et d'attachant. On est tous d'accord pour faire ce constat-là. Mais là, on a quand même l'impression qu'il y a un chaînon qui manque entre l'investissement minimal que tu dois mettre en tant que footballeur professionnel et qu'on n'a pas vu contre Montpellier et la responsabilité de l'entraîneur. Donc à un moment, tu disais tout à l'heure, Yenny, d'accord, on le coupe, mais on met qui? D'accord avec toi. Mais là, je me mets à la place de Bernard Serin, t'es obligé. Si t'as encore un mauvais contenu contre Strasbourg, ça fait, imaginons une défaite 1-0, tu prenais ce cas de figure-là, ça fait 1 point en 6 matchs. Tu peux pas, c'est plus possible de continuer. D'autant que là, nous, aujourd'hui, on regarde le classement, on se dit c'est bien, le FCMS n'est pas largué. Non. Mais on l'a vu, ça peut aller très vite pour être largué aussi. De 14e, t'es passé à dernier, derrière Auxerre qui mettait plus un pied devant l'autre et qui gagne contre toi. On voit d'ailleurs le classement à l'écran, c'est très resserré en bas. Mais si tu veux que ça le reste, il faut emmagasiner des points. Et là, tu as toute la phase retour qui se lance maintenant. Donc, se prendre une décision, ce ne sera pas c'est maintenant mi-août. Tout n'est pas largué, mais tu es dans des temps de passage qui sont quand même inférieurs à ce que tu dois proposer. Tu es en dessous d'un point par match. Voilà, et ça, c'est une chance de ne pas être largué dans ces conditions, parce que le nombre de points qu'a pris le FCMS sur la première phase, il est vraiment insuffisant. Voilà, en plus, on a on parle souvent de mercato, on a des concurrents directs qui se renforcent, qui récupèrent des joueurs de niveau Ligue 1, ce qui n'est pas le cas au niveau du FCMS. Donc, il faut proposer quelque chose d'autre dans le jeu. Voilà, on parle possession, mais il faut aussi mettre la tenue du combattant, parce que le FCMS n'a pas le loisir de gagner des matchs sans se mettre chiffon pendant 90 minutes sur le terrain. Est-ce que c'est... Pardon. Vas-y. Est-ce que c'est seulement une question d'effectif? Parce que tout le monde lui tombe dessus quand il dit on a un effectif de qualité. Je sais pas si le terme est mal choisi d'effectif de qualité. Je comprends ce qui dérange là-dedans, c'est que tu as l'effectif de qualité, mais avec la qualité que tu proposes actuellement, tu es dernier. Bien sûr. C'est ça le problème. Oui, on a déjà vu des qualités, des coups de génie, des coups de machin. Oui, on reparle du match.
on aurait pu faire un soir contre Monaco, Ouais, on aurait c'est pu faire un soir contre... Mais en fait, finalement, on les a pas fait, ces Pas dans résultats-là. sa tête, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est on devrait avoir un effectif dont la qualité serait théoriquement suffisante pour se maintenir. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et de ce point de vue-là, moi, je peux être d'accord avec lui. Le mercato d'été, quand il se termine, on est plutôt content récupère à Habib, demi-mot de ce qui se passe. Parce que finalement, Titashvili, c'est quand même une bonne recrue, même s'il manque statistiquement, mais on sait pourquoi il a été badé de partout. Habib Diallo, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es dépendant de lui, il vient d'arriver. Sur le papier, Traoré, c'est quand même intéressant. À ce moment-là, tu te dis, ok, tu as quand même quelqu'un qui renforce son milieu de terrain qui était un peu juste la saison dernière. Malheureusement, en faisant ça, tu perds un joueur qui est Stambouli. Tu as des joueurs que tu n'utilises pas aussi. C'est plein de trucs comme ça. Il a peut-être plus de matos que Bologna à une époque, non ? C'est dur de juger la qualité de cet effectif quand même, parce que c'est un effectif qui est capable de perdre 6-1 à Lille, 3 jours après gagner 2-0 contre Lens, qui est capable d'embêter le PSG et puis de prendre 4-0 contre Montpellier. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à juger la qualité intrinsèque de cet effectif. Mais c'est un effectif qui... Pardon, Yves. Oui, est-ce que l'effectif aussi joue pas en fonction de l'adversaire ? Oui. Quand on regarde aussi l'adversaire, à chaque fois, c'est Lens, c'est Paris. Ouais, c'est facile de se motiver contre le PSG. Entre guillemets, c'est facile d'être performant parce que tu n'as rien à perdre en fait. Mais contre ces équipes-là, contre Montpellier, contre des équipes un peu de bas de tableau du championnat, c'est là où normalement tu devrais prendre le plus de points. Ça veut dire que c'est une équipe qui n'a pas de mental aussi. On le voit souvent quand elle prend quand tu fais une erreur énorme par match, quand elle prend un premier but, souvent il est suivi d'un deuxième. Après, tu plonges. C'était aussi le cas contre Lorient. Rappelez-vous, ça se joue à une demi-chaussure hors jeu. C'est une équipe qui n'a pas de mental. Non. Et contre Montpellier, elle a le malheur de prendre un but d'entrée, ce qui arrive. Elle avait retourné Nice, non, de mémoire. Oui. C'est 1-0 à la mi-temps. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Et je veux dire, mais une erreur en Nice début de n'était match. pas en forme à ce moment-là aussi. Une erreur en début de match, un penalty, ça arrive. C'est le foot. Tu as le droit de prendre un but. C'est pas la fin du monde. Mais ce liquéfié comme ça, c'est inacceptable. Et ça montre vraiment des joueurs qui n'ont pas de mental. Et justement, si ces joueurs-là n'ont pas le mental, peut-être qu'il faut en amener d'autres. Et on a évidemment posé la question du mercato hivernal. Alors on est en plein dedans. Ce sera jusqu'à début février. Est-ce qu'il faudra compter sur de nouvelles recrues ? Pas sûr, d'après le président. Cette opération nous permet de boucler financièrement l'exercice 2025-2026, parce qu'il y avait cet écart qui restait à combler. Et donc, le mercato a commencé comme ça. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que notre effectif nous paraît un effectif de qualité. Il l'a montré dans sa victoire contre Lens, il l'a montré par période, contre le Paris Saint-Germain, contre Rennes, à Monaco pendant les 2 tiers du match, etc. Donc c'est un effectif qui est de qualité. Donc nous n'avons pas dire on a un problème à tel endroit, mais on est aussi dans le mercato très attentif à ce qui peut arriver sur des convoitises d'autres clubs ou d'autres championnats sur certains de nos joueurs. Et évidemment que si certains de nos joueurs importants étaient convoités et qu'on soit dans un peu la situation de transfert, eh bien il faudrait les remplacer. Mais plus le temps passe, plus ça devient difficile. Et donc, mais les joueurs qui sont sous contrat, on est décideurs. Donc c'est à nous de voir ce qu'il convient de faire si jamais quelque chose se passe. Mais pour l'instant, zéro. On n'a pas une seule proposition ferme sur un de nos joueurs, donc on n'a pas à recruter nécessairement. Alors évidemment, pour un peu plus de précision, on parle d'un mouvement au début de cet extrait, c'est bien évidemment celui de Bryan Maggio qui a été officialisé ce lundi. C'était d'ailleurs pendant qu'on faisait cette émission, une vente estimée à 12 millions d'euros qui ne sera pas réinvestie par le FC Metz puisqu'elle permet, je cite, de boucler financièrement l'exercice 2025-2026. On pouvait se poser la question, c'est la même frustration que dans FIFA, tu vends ton joueur 30 millions, tu ne peux pas remettre 30 millions dans le mercato, malheureusement. Ce qu'on comprend là-dedans, Yeni, dans ce passage, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas donc de vente à venir. Qui dit pas de vente, dit pas d'arrivée. Et en plus de ça, il y a le timing aussi, on est déjà mi-janvier, on comprend que c'est presque déjà trop tard et qu'il faudra peut-être faire avec cet effectif-là. Ça va être compliqué. Moi, tout simplement, je dis, pour moi, il faut se renforcer tout simplement parce que aujourd'hui, tu as un Habib qui est à la CAN maintenant jusqu'en finale, donc il va revenir après le 18. Dimanche la finale, donc voilà, ce ne sera pas là ce week-end. Donc le 18, tu as Habib qui va peut-être revenir, un attaquant. Tu viens de vendre Maggio. Si Habib, disons, j'espère pas, je le souhaite vraiment pas, mais si on a un problème avec Habib, qui pour le remplacer, ne serait-ce une méforme, qui pour le remplacer, il n'y a personne. Aujourd'hui, oui, les 12 millions sont faits pour peut-être
renflouer les caisses ou combler entre guillemets le déficit que le FC Metz peut avoir. Mais aujourd'hui, je pense que le FC Metz a besoin de se renforcer, tout simplement, et qu'on a besoin de joueurs pour aider justement l'équipe à pouvoir se maintenir, parce qu'aujourd'hui, on a beau dire que oui, on a un effectif de qualité, oui, c'est vrai qu'il y a un effectif de qualité, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est pas suffisant parce qu'on est dernier du championnat, et comme je l'ai dit, on fait des gros matchs contre les gros, mais contre les concurrents directs, on n'arrive pas à faire des résultats. Donc, il y a un état d'esprit à changer. Je pense qu'il y a des joueurs, je pense, qui doivent venir, des joueurs qui sont arrivés et qui n'ont pas fait forcément, qui n'ont pas fait le taf ou qui n'ont pas été tout simplement au niveau. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut se renforcer, et que voilà, le fait de ne pas de faire partir pour faire venir, je suis un peu sceptique là-dessus. Tout à l'heure, je parlais de mental. L'intérêt de recruter au mercato, c'est déjà de se renforcer footballistiquement parlant, mais également un joueur qui arrive au mercato, il n'est pas éprouvé par la première partie de saison. Mentalement, il arrive, il est frais et il peut faire du bien aussi dans les têtes. On se souvient à l'époque de Cheikh Diabaté, qui est arrivé, qui est arrivé avec la banane, qui a changé complètement la physionomie de cette saison-là. C'est un des bienfaits d'une éventuelle recrue au mercato. Donc, c'est quelque chose de dangereux, je trouve, de ne pas se renforcer. Alors, il y a le départ de Brian Maggio qui, en soi, c'est pas une énorme perte sportive. Il avait joué 5 matchs. C'est ça. Mais il faut quand même du renfort, il faut plus de matériel devant. Vous l'avez dit, c'est trop faible quand Habib Diallo n'est pas là. Devant, c'est trop léger. Il n'y a pas d'autres joueurs de Ligue 1 devant. Et au milieu, les joueurs sont décevants. Je dis au milieu, le FC Metz prend beaucoup de buts, on pourrait accabler la défense, mais la défense, souvent, je trouve qu'elle n'est pas assez protégée par le milieu de terrain. Donc le FC Metz a d'énormes lacunes dans beaucoup de domaines. Je trouve ça bizarre de dire on n'a pas besoin de se renforcer. Et alors, pardon d'être mauvais esprit, mais si les 12 millions permettent de renflouer, ils sont à inclure dans le budget 2025-2026, on aurait fait comment s'il n'y avait pas eu cette vente de toute manière, quoi qu'il tombe un peu du camion, même si elle était un peu dans les clous depuis. C'est le message depuis le début, il fallait vendre quoi qu'il reste, que l'exercice n'était pas fermé, il manquait une somme d'argent. Alors nous, on était plus sur des calculs, si on prenait les prix à proprement parler, on sait que c'était sur un peu du 5 moins, millions. Pour être honnête. Bon, visiblement, c'est plus du 12, d'après ce qu'on entend. Le fait est que c'est comme ça, bon, d'accord. Mais quoi qu'il arrive, il fallait vendre, et il y avait des joueurs sur le départ. Alors peut-être que maintenant, il y en a un peu moins, on a entendu, est-ce que tous les joueurs sont à vendre ? C'est oui et non. S'il y a une offre et qu'elle plaît à toutes les parties, le joueur partira. C'est pour ça qu'on peut se poser la question. On ne peut pas laisser partir Gauthier. C'est la question. Et on lui a posé. Il dit pour le moment, Gauthier ne part pas. Mais à un moment donné, je pense que si tu arrives avec une offre pour Gauthier et que, est-ce que le FC Metz peut le garder ? On aimerait tous évidemment qu'il reste. On espère qu'il va rester. Mais c'est le jeu du mercato quand tu es au FC Metz. Je crois que tu es obligé d'avoir de l'argent. Après, le président dit qu'il y a eu 0 offre. Donc c'est qu'à un moment donné, s'il y a 0 offre, ça veut dire que est-ce qu'eux, en parallèle, ils travaillent aussi pour avoir des arrivées. Donc ça, on ne sait pas, peut-être qu'ils le font, mais si, comme Gauthier, par exemple, si Gauthier part... Il nous cite le profil de Romain Fèvre, qui doit rejoindre la JOCR après pas mal de retournements de situation. Mais il dit, j'ai été contacté pour ce joueur, qui est un joueur niveau Ligue 1, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on a Gauthier. Donc t'en es là aussi. Et je pense que tu as des joueurs qui, mi-janvier, n'ont pas envie d'attendre la fin de juin pour savoir s'il y aura départ ou non. C'est peut-être ça. Ça va être le problème aussi. Après, on va en parler pour les fins de contrat un petit peu plus tard. En fait, le problème au FC Metz, c'est que tu n'as pas de vision aujourd'hui pour pouvoir faire ce genre de choses. Parce que tu es obligé de vendre pour recruter et tu es obligé de savoir si tu te maintiens pour faire des prolongations. Quand c'est comme ça, Aymeric, alors pardon, peut-être que je te coupe un petit peu l'herbe sous le pied par rapport à... Vu comment tu te mets là, c'est sûrement le cas. Tu vas sûrement me prendre une partie là. Si tu peux pas acheter parce que tu n'as pas les liquidités et que une arrivée éventuelle est conditionnée. Je reste disponible, oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui reste comme solution ? Moi. Un joueur libre ? Ou toi ? Est-ce que tu as l'étoffe pour. Tu es un peu moins musculeux que Brian Maggio, encore que, franchement, ça se joue pas à beaucoup. Ouais, franchement, ça se joue à pas grand-chose. Quand c'est comme ça, il faut se tourner vers les joueurs libres. Il me semble qu'il y en a un qui était à l'essai depuis le mois de novembre. Oh oui, j'adore. Ça, c'est des transitions. Ouais. Je les adore, ces transitions. Je pensais que tu m'avais vraiment vu venir et en fait, je découvre la surprise. Parce qu'il me restait encore un petit truc, mais d'accord. On peut en parler aussi. Mais juste avant ça, on parlait de départ. Il y a quand même l'équipe qui dit que le club Bruges garde un œil sur Sadibou Sané en cas de départ de joueur de l'Est. Donc vous le voyez, c'est un arbre des probabilités qui
va dire, se complexifie au fur et à mesure. Et c'est vrai que Arsenal, on parlait avec lui des fins de contrat. On l'a dit, c'est le même débat. Est-ce que les joueurs vont être prolongés ou non? C'est le cas de Kofi Kouao, par exemple, qui est arrière latéral droit. Et bon, il ne l'a pas dit chez nous, il l'a dit chez nos confrères Nathan. Mais le cas Kofi Kouao doit débloquer celui de Bounassar, malheureusement. Ouais, effectivement, un petit complément d'information chez nos confrères d'ici Lorraine sur le cas Kofi Kouao. Le président a précisé, je vous cite, « Nous n'avons pas fait de proposition écrite à Kofi Kouao car il y a un écart tel dans nos discussions entre nous et son agent qu'on n'a pas de raison de faire une proposition. À l'heure où je vous parle, le sujet est clos. » Voilà. Alors c'est vrai que quand on entend ça, le sujet est clos. Et là, en complément, chez nous, il nous dit, Bounassar, est-ce qu'il va venir ou pas parce qu'il s'entraîne depuis 3 mois? Il nous dit, on a déjà 3 latérales droits. On a Kofi Kouao, on a Maxime Collin et Cléo Mélière. Donc tant qu'on en a 3, on peut pas Bounassar, les il est faire. derrière Cléo Mélière, alors. On déduit ça, moi. T'as déjà 3 joueurs sous contrat, donc tu peux pas en prendre un 4e au même poste. C'est ça qu'il est en train de te dire. Donc ce sera qu'en cas de départ, là aussi. Mais une prolongation éventuelle de Kofi Kouao, c'est en vue de la saison prochaine. Là, on parle de la survie du FC Metz en Ligue 1. Moi, je te dis ce qu'on m'a dit. Donc voilà, et puis Bouna, tout le monde le sait, il peut... oui, alors il a été reconverti latéral droit, mais à l'époque de Yeni, par exemple, il ne jouait pas à ce poste-là. Oui. Bon, est-ce que Bounassar... C'est un attaquant, je pense que Bounassar peut occuper les postes devant, peut occuper le poste de latéral droit, mais c'est un joueur qui va forcément apporter, déjà de son expérience, de ses qualités. Certes, il n'a pas joué, ça fait quelques mois, mais je pense qu'un joueur comme Bounassar, il vient chez toi, je pense que c'est quelqu'un à prendre, quoi, parce que... Ça coûte en salaire, c'est tout. Ça coûte et encore en salaire. Quelle prétention il peut avoir, c'est ça. Parce que pour lui, je pense que ce serait tout bénef pour les deux parties. Bien sûr. Pour Metz ou pour le joueur. Mais ouais, Bounassar, pour moi, ce serait une option qui serait idéale pour le club. Et puis, il pourrait... allez, je fais du foot fiction, bien sûr, mais voilà, on pourrait l'imaginer à la place de Sabali qui pourrait être une solution supplémentaire à la pointe de l'attaque. Je ne dis pas que c'est magique, pardon pour lui. Mais voilà, au moins tu aurais un semblant des solutions, Il marque 15 buts quand même l'an dernier, on a beau dire c'était en Ligue 2, on peut dire beaucoup de choses. En l'état, et je crois que on va en parler un moment, mais qui on met là, en fait, à la pointe de l'attaque? Ibou Sané ou Assoro? Là, aujourd'hui, on peut regarder si vous voulez, mais officiellement, aujourd'hui, tu n'as que 3 joueurs qui peuvent potentiellement être en pointe. C'est Ibou Sané, c'est Joël Assoro ou c'est encore peut-être Abouachvili qu'on ne voit plus du tout. C'est aujourd'hui tes 3. Alors qu'il ne joue plus, tu le mets à un autre poste. Ouais, j'ai peine à croire qu'il puisse faire l'affaire sur le... Ouais, je sais pas. Ce débat, ça montre quand même que l'effectif est trop léger. On y revient. Après, quand le président nous dit... à certains postes trop légers. On ne réfléchit pas à des arrivées tant qu'il n'y a pas de départ. Je soupçonne de faire de la communication. Je ne peux pas croire une seconde que la cellule recrutement n'est pas en train de réfléchir à des profils, à des idées numéro 1, idées numéro 2, idées numéro 3 sur chaque poste. Enfin, ça me paraît inconcevable. On ne va pas croire une seconde qu'ils sont en train de se tourner les pouces et au moment où un départ part, où un joueur part. C'est un peu à la café en train de faire un baby-foot et attendre que le match... Oh les gars, on a reçu une offre, vite, faut se bouger. Non, mais ils vont pas se dire le 28 janvier, Gauthier vient de partir. Vous avez un 10 sous la main? Non, c'est pas possible. On ne l'espère pas en tout cas. Par contre, je retourne ton problème d'origine. Vous pensez qu'on est déjà sur la fin pour Kofi Kouao ou pas? Ça semble être un peu le cas, non? Parce que là, le joueur dit qu'il a pas reçu d'offre. Là, pour le moment, on apprend que le sujet est pour le moment clos parce que les discussions sont un peu trop complexes. Son agent il est en fin de contrat. Et que le club n'ira pas, quoi. A priori, non, c'est ce qu'on peut en déduire. Parce que lui, le joueur disait qu'il était prêt à signer 4 ans ici. C'était sur ce plateau. Et pour moi, c'est dommageable parce qu'un joueur comme Kofi Kouao, c'est l'un des joueurs qui sort du lot de cette première partie de saison. Donc, arriver à ce point-là où l'un de tes meilleurs éléments, entre guillemets, est un peu frustré, où vous n'arrivez pas à trouver un accord, où le joueur veut rester, signer 4 ans, etc., et que vous n'arrivez pas à trouver un accord, et que finalement il se retrouve sur le départ, c'est qu'à un moment donné, il y a un bon petit problème de gestion, il y a un problème de communication, il y a un problème quelque part. Parce que c'est un de tes meilleurs joueurs actuellement, donc... Après, c'est dommageable. Après, le FC Metz, c'est un cercle vicieux. On l'a dit, on l'a répété, depuis 20 ans, le FC Metz fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, donc c'est dur d'être attractif. Là, le FC Metz a des chances de retrouver la Ligue 2 à la fin de la saison. Ça va être dur de proposer des contrats à des joueurs qui sont là, qui ont peut-être des salaires de Ligue 1 pour certains. On l'a dit, en fin de contrat, Benjamin Stambouli, Jean-Philippe Bama, qui à mon avis va avoir toutes les offres du monde. Titaïchvili, c'est pareil, même si le président dit qu'il sera en fin de contrat, qu'il est prêté, mais qu'il est quand même en fin de contrat, donc il peut potentiellement lui faire une promotion. Mais on a déjà vu des noms, Lyon, Lille, qui vous voulez. Mais mets-toi 2 secondes à la place de Kofi.
Si tu as l'Allemagne qui vient, si tu as l'Angleterre, et comme le dit Angelo, alors que tu as 95%, j'espère me tromper, de chances de redescendre en Ligue 2 au moment où on parle. Je fais des statistiques aussi. Non, mais tu fais quoi? Enfin, c'est un garçon qui a énormément progressé. Ouais, il a pu avoir quelques déchets, quelques ratés dans un match. Il a quelques défauts, on les connaît, mais il a un cœur énorme. Et comme l'a dit Yenny, moi je suis d'accord, c'est quand même un des joueurs un peu marquants de cette première partie de saison avec des Gbama. Il y a quand même quelques satisfactions. Titaishvili, comme tu l'as dit, ça manque un petit peu de points en termes de statistiques. Mais voilà, Kofi Kouao, aujourd'hui, il a franchi un cap. Voilà. Donc, comment tu te projettes effectivement sur cette situation où tu as toujours le cul entre deux chaises, pardon pour la trivialité de cette expression. Et c'est lui qui veut prolonger, c'est lui qui veut rester 4 ans. Ouais, c'est lui qui fait l'appel. C'est que Ligue 1 ou Ligue 2, il se met dans sa tête qu'il sera là, quoi. Donc à un moment donné, faut faire. Il y en a qui attendent moins de preuves d'amour pour avoir un contrat, et ils les ont déjà. Donc on verra ce qui se passera, messieurs. Vous l'avez compris, cette interview de Barcelone est plutôt sujet à débat, évidemment. Donc on le rappelle, il y a encore pas mal d'éléments que vous pouvez voir sur notre site moselle.tv. Nous reste un peu moins de 10 petites minutes pour parler du match de ce week-end quand même, car il y a des attentes. On passe tout de suite au journal de la Ligue 1. Et oui, il y aura une nouvelle journée de championnat ce week-end. On va regarder très rapidement les affiches. Ça commencera dès ce vendredi avec 2 matchs. Monaco-Lorient à 19h et Paris Saint-Germain-Lille. Il y aura ensuite samedi Lens-Auxerre, Toulouse-Nice et Angers-Marseille avant de retrouver dimanche à 15h Strasbourg-Metz dont on va parler. Nantes-Paris FC, Rennes-Le Havre ou encore Lyon-Brest pour clôturer cette journée. Messieurs, une question qui semble bête, mais qui a existé. Donc je me mets à rêver. Après la défaite face à Lille, 6-1, le FC Metz a enchaîné 3 victoires consécutives, sorties d'on ne sait où. Est-ce que le FC Metz peut être capable d'un tel revirement de situation face à Strasbourg, selon vous? Bien sûr que oui. Donc, tout est possible avec cette équipe. C'est ça. On l'a dit, elle est très difficile à cerner, elle est très difficile à lire et à appréhender. Quand le FC Metz a battu Lens et a impulsé sa série de victoires, 3 victoires, l'équipe restait sur 3 défaites, n'avait pas gagné le moindre match, avait pris des éclats énormes, un 6-1, un 5-2 à Monaco. Il y avait eu des matchs comme ça qui étaient de petits carnages en termes de score et de résultats. Et puis il y a eu un regain, moi j'insiste. Pourquoi il y a eu regain? Parce qu'en fait il y a eu détermination, état d'esprit, l'envie de se mettre minable sur le terrain. Et puis un peu de talent quand même aussi, disons-le, sur les victoires contre Lens, la victoire à Nantes peut-être un tout petit peu moins, mais avec beaucoup d'efficacité, et la victoire tout à fait méritée contre Nice. Moi je me rappelle ce deuxième but d'Habib, franchement on s'est dit ça y est c'est parti, la saison est lancée. Et puis derrière, on perd contre Rennes alors qu'on peut faire beaucoup mieux. Enfin, contre Brest avant tout. Je vais faire un parallèle très optimiste que je crois à moitié. Moi l'humiliation contre Montpellier, elle m'a rappelé celle contre Rouen en 2020. Metz à l'époque avait pris 3-0 contre une bonne mémoire. Et ce qui est amusant je bosse qu'avec les meilleurs. Ce qui est amusant de se rappeler, c'est que ce match perdu 3-0 avait été le déclencheur de quelque chose. Rappelez-vous, le match suivant, c'était un derby contre Strasbourg que le FC Metz avait remporté et qui avait lancé la deuxième partie de saison. Mais voilà, on aime bien les coïncidences. C'est pas le même Strasbourg quand même. C'est pas le même FC Metz non plus. Mais on l'a dit, Strasbourg en ce moment, championnat, c'est pas tout à fait ça. Il y a le changement. Ils ont un nouvel entraîneur. Alors voilà. Peut-être que. Bon, ils ont gagné 6 ans en Coupe de France. Voilà. Allez. J'y crois à moitié, je vous Oui, non, mais c'est une moitié de toi qui y croit quand même. Et oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. On rappelle tout de même les absents pour cette journée de championnat. Kofi Kouao sera suspendu, donc ça met déjà fin à ce débat-là. Il va donc falloir retravailler la défense qui pourra compter sur le retour de Jean-Philippe Gbama. Je cite de Maguet est encore incertain. Alors on se parle, on verra demain une conférence de presse de Stéphane Le Mignan. On parlera sûrement de l'effectif et de l'ambiance générale du groupe, mais aussi de qui sera là et qui ne sera pas là. Il faudra faire sans Cheikh Sabali et Habib Diallo, évidemment. Très rapidement, Yenny, le retour de Gbama, est-ce que ça va changer quelque chose dans une défense qui a déjà encaissé 5 buts en 2 rencontres depuis le début de l'année, selon toi? Moi, je pense que oui. C'est un élément clé, c'est un élément qui a de l'expérience, c'est le meilleur joueur défensivement de l'effectif. Donc forcément, ça va apporter un peu plus de sérénité, je dirais. Et oui, je pense que son retour est le bienvenu, surtout contre un match contre Strasbourg, un derby où il faut prendre des points. Il faudra prendre des points. On restera évidemment attentif à Stéphane Le Mignan. Est-ce qu'il va tout changer? Est-ce qu'il va tout, on va dire, révolutionner dans son jeu? Va-t-on revoir des joueurs comme Benjamin Stambouli? Je ne sais pas, parce que le président avait quand même pointé du doigt la composition de départ dans son interview face à Montpellier. Est-ce que vous êtes tout de même confiant ou pas du tout pour ce match? Est-ce que tu t'attends justement à une révolution immense du côté du FC Metz? Il le faudra dans les têtes, ça c'est sûr. Mais tactiquement, est-ce qu'on peut faire avec déjà pas mal d'absents, franchement, bien différent? Je ne suis pas bien sûr.
sa marge de manœuvre est assez réduite. Mais il y aura donc, allez, je vais être mauvais esprit, Cléo Mélière à droite, puisque c'est plus intéressant que Bounassar. Allez, j'arrête. Voilà. Il en faut peu pour le lancer. C'est ça que j'aime bien. Donc il mettra Collin à droite, vraisemblablement, et Ballo-Touré à gauche, qui, pour ma part, a le profil quand même du flop. Une petite Julie de retour côté gauche dans une défense à 5. Mboula, Sadibou Sané, Gbama. Ce sera quelque chose de plus simple, parce que la défense à 5 cette saison, ça n'a jamais marché. Est-ce que la solution, on l'a vu passer dans les commentaires tout à l'heure, je vais vous le remettre, là, très rapidement, la pointe basse avec Stambouli qui serait devant la défense, qui donc pourrait venir donner un coup de main dans l'axe et puis permettre de repartir derrière? Pour moi, oui, parce qu'à un moment donné, tu as besoin de cadre, à un moment donné, tu as besoin de personnes qui peuvent tenir le groupe, d'une colonne vertébrale. Et le retour de Gbama, Stambouli devant, Gauthier Hein, qui est aussi là dans le cœur du jeu. Ça, pour moi, c'est un élément fort parce que ça va te permettre aussi beaucoup d'équilibre, beaucoup d'expérience. Et qui dit expérience dit beaucoup de communication, de la gestion du match aussi. Je pense que Stambouli peut être très très important dans ce genre de match. Après, il a l'air tricard. Je laisse finir là-dessus. Il a l'air tricard et j'ai l'impression que le milieu à pointe basse, il a très peu utilisé cette saison le Mignon. Il l'avait fait pour le derby aller, il me semble, un milieu à pointe basse qui effectivement peut-être offre plus de stabilité défensive, je suis d'accord. Donc à voir s'il change son fusil d'épaule en se disant j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il faut absolument que je propose quelque chose d'autre. Vraiment à voir ce que va proposer Stéphane Le Mignon pour ce derby. Élément de réponse demain en conférence de presse et puis pour le reste il faudra attendre dimanche 15h, c'est le moment où le FC Metz sera sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission animée, on peut le dire, il y a eu pas mal de débats et c'est ce qu'on aime dans l'émission. Évidemment, on espère que l'avenir sera un petit peu plus positif sportivement pour le FC Metz. Ça commencera dès ce dimanche. On se retrouve lundi pour le débrief de la rencontre. À très vite sur Moselle TV.